Julia Tissot-Gaillard, bonjour. Bonjour. Une coupe de cheveux qui vous a marqué pour une raison ou une autre, là, voilà, comme ça, à chaud. Si je vous dis coupe de cheveux, vous pensez à qui? Une célébrité, une personnalité? C'est dur, hein? C'est dur. Karl Lagerfeld, il avait quand même toujours la même coiffure, ses cheveux blancs avec ce nœud noir, c'était quand même assez... Et toujours très bien peigné, toujours très bien brossé, justement. Impeccablement identique et immuable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec en face de moi Julia Tissot-Gaillard, entrepreneuse CEO d'Altesse Studio ou Fournival Altesse. Il y a plusieurs, j'ai eu du mal, pour rien vous cacher, à savoir si c'était Fournival Altesse ou Altesse Studio. Donc dites-moi, que faut-il dire aujourd'hui, en 2025? Les deux sont justes. Fournival Altesse, c'est le nom, la raison sociale de l'entreprise historique, et la marque phare, c'est Altesse Studio. C'est très clair. Depuis plus de 150 ans tout de même. Hein. Donc ça 150 ans cette année. Nous 150 ans, donc bon anniversaire. Altesse Studio. Altesse Studio, c'est une brosse à cheveux made in France. Donc c'est l'un des rares brossiers français made in France encore actif. Alors est-ce que vous avez une histoire personnelle, vous, avec cette entreprise, où vous êtes devenu CEO comme ça un peu par hasard? Non, il y a une histoire personnelle. J'ai grandi dans une famille de brossiers qui est partie de rien et est devenue un peu la référence dans la brosserie. Et un jour, ce dernier brossier français de brosse à cheveux faisait faillite en décembre 2005. Et mon beau-père l'a repris, on l'a appelé parce que c'était la référence de la brosserie, en lui disant: demain, il y a le dernier brossier qui passe au tribunal, est-ce que ça t'intéresse? Et même si lui s'était déjà retiré des affaires, il a voulu que ce savoir-faire perdure, et il a repris tous les effectifs. Et donc par passion pour ce savoir-faire, pour c'est de l'artisanat, hein, oui, on peut dire cela. Donc un sauvetage, c'est votre histoire un peu perso avec un sauvetage, tout à fait, mais c'était difficile, et il était très actif, même si il avait pris sa retraite entre guillemets, mais une retraite d'entrepreneur ultra actif, et du coup il n'y avait pas forcément le temps de s'en occuper. L'entreprise perdait de l'argent pendant 10 ans, il remettait de l'argent chaque année pour payer les salaires. Ah oui, d'accord. Au bout d'un moment, j'ai étudié, je travaillais à l'étranger, il m'a demandé de revenir travailler avec lui, et puis je lui ai dit que je voulais apprendre de lui et de son côté entrepreneur de génie, parce qu'il a touché à tout et réussi un peu tout ce qu'il a fait. Ouais. Et donc il m'a dit, j'ai encore cette société dont je suis le président, mais qui coûte de l'argent, et reprends ma présidence, soit tu fermes l'entreprise si tu penses qu'il n'y a pas d'espoir, ou tu redresses si tu penses c'est possible. Donc il vous a transmis à la fois cette passion, cet affect pour cela, et aussi ce courage. Vous dites, il a réussi tout ce qu'il faisait, etc. Là, il y a plus que de la rentabilité et de la gestion. Il y a ce côté très viscéral, presque, j'ai l'impression. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui délègue beaucoup, donc ça permet. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Au début, ça fait paniquer, faut être clair, parce qu'on est seul face à ces problèmes. On se dit, mais par où je vais commencer? Et puis en fait, au fur et à mesure, on prend confiance. On avait des discussions ensemble, et puis à chaque fois on discutait, et à la fin il me disait: tu prends ta décision, c'est toi la présidente. Et par où vous avez commencé alors, justement? J'ai commencé par des études de commerce, de façon très classique, et puis j'ai travaillé dans la grande distribution, parce que lui, une grosse partie de son business quand j'ai grandi était avec la grande distribution. Ça me fascinait quand même, ce monde-là, même si c'était un monde extrêmement difficile. Et donc j'ai commencé à travailler dans des boîtes de grandes conso dans différents pays européens. Chez Henkel, par exemple. Chez Henkel, en Belgique, chez Mars en Allemagne, et en Suisse. Oui, votre LinkedIn me revient en tête. Vous êtes en région parisienne désormais, donc dans l'Oise, à Mouy. Donc c'est le site historique de la marque. À quoi ça ressemble? On imagine quoi d'ailleurs? Décrivez-moi l'Oise, c'est le berceau de la brosserie française en fait, depuis 200 ans. Donc l'entreprise a 150 ans, et c'est le même site historique, il n'a pas bougé. Donc la ville s'est construite autour, on est entouré d'habitations, et l'entreprise est toujours au
même endroit avec plusieurs bâtiments. C'est assez bucolique, romanesque familial. Presque, en fait, parce que... Romanesque peut-être pas à ce point-là, mais mais oui, c'est le site historique. Alors combien vous vendez de produits? Parce que là, vous ne vendez pas, j'imagine, un seul modèle de brosse, clair. Il y en a plusieurs. Combien il y en avait au début? Comment est-ce qu'en 150 ans, cette gamme de produits, cette collection a évolué? Alors, j'ai pas les chiffres de l'époque, mais aujourd'hui, effectivement, on vend des centaines de modèles de brosses différents, même des produits complémentaires, parce qu'une partie de notre clientèle, ce sont les pharmacies. Et donc, on vend facilement plus de 500 000 produits par année. 500 000 produits 500 et 600 000 produits actuellement, mais on a une croissance à 2 chiffres depuis 4 ans, donc ça change chaque année de façon assez importante. Donc, vous avez réussi. Donc oui, le redressement a été fait et la croissance est là, est stable et perdure depuis quelques années. Et l'un des ingrédients de cette réussite, c'est, vous avez cité les pharmacies. Est-ce que la diversification, justement, de la clientèle, ça a permis, ça vous a aidé? Alors non, la première chose qui a aidé, c'était d'arrêter de vendre à perte. On a un travail qui est surtout... on ne s'imagine pas, les gens, quand ils arrivent chez nous, ils ne s'imaginent pas à quel point il y a énormément de travail manuel derrière chaque produit, derrière chaque brosse. Et c'était absolument pas vendu à sa juste valeur. Donc, en fait, on perdait de l'argent sur chaque produit vendu. Donc, il a fallu recalculer les cadences, refaire les prix de revient, aller voir nos clients, leur dire « Je suis désolée, mais soit je ferme l'entreprise, soit je suis obligée de vous en augmenter de 150%, parce qu'aujourd'hui, en gros, je vous fais un chèque quand je vous livre. » Donc j'ai pas le choix, mais vous connaissez la qualité de nos produits, elle est exceptionnelle, elle est incomparable. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, mais la plupart de nos clients nous ont suivis. Ont compris. Je pense qu'ils savaient qu'ils payaient pas cher pour ce que c'était. Mais donc voilà, ils nous ont suivis. Et la qualité fait une vraie différence. Et on n'a pas le choix. C'est ce que je disais aux équipes il n'y a pas longtemps. Si on ne fait pas de qualité, on n'a pas de raison d'être. On est en France, on est plus cher que les autres. Donc soit on fait un meilleur produit, soit on disparaît. Et comment on fait un meilleur produit? Alors, qu'est-ce qui fait que... Combien de temps est-ce que ça prend de faire une brosse? Combien de personnes travaillent sur un produit défini? En fait, c'est une exigence surtout, c'est une exigence sur les matériaux, la façon dont on va les façonner, parce qu'on fait tout, on a notre propre menuiserie, on façonne différentes essences de bois, donc on commence avec une planche en bois, on finit avec un produit packagé. Ah ouais, donc le circuit est court, il est unique, tout est intégré, tout est sur place. Tout à fait. Et donc c'est vraiment dans l'exigence des produits, c'est un choix, c'est vraiment un choix délibéré de nous, dirigeants, d'aller vers cette qualité-là, et donc de payer plus cher pour des matériaux qui sont plus chers, mais qui sont plus efficaces, d'être exigeants sur la qualité, sur la formation et la transmission de ce savoir-faire-là au sein de l'entreprise et avec chaque personne qui rentre dans l'entreprise parce qu'il y a une technique d'implantation des fibres sur la brosse qui fait toute la différence. Mais ça, c'est un vrai savoir-faire, c'est un savoir-faire ancestral qui s'est perdu chez de nombreux brossiers qui ont fait plus de mass market, mais qui a perduré chez nous, qui aujourd'hui est payante. Ça ne l'était pas forcément il y a quelques décennies. Je ne dis pas que j'étais absolument indispensable, j'ai fait des miracles, mais on est dans le bon timing aussi aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai que ça a le vent en poupe, cette vision là que vous décrivez, que vous avez mis en œuvre. Alors justement, vous parlez de mass market, vous vendez où vos produits, par quel canot? Alors on est assez large parce qu'en fait l'essentiel des brosses à cheveux made in France à travers le monde sortent de chez nous, vu qu'il y avait plus grand monde, et on est capable de s'adapter. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des brosses pour Babyliss, donc en grande distribution, comme des brosses pour les grandes marques de luxe françaises. Très haut de gamme pour le bon marché rive gauche, en gros. Voilà, en passant par de nombreuses marques de capillaires et haut de gamme. Le premium nous tire vers le haut en ce moment, et on a notre propre marque et on fabrique pour d'autres en label privé ou en co-branding. Donc on est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des pays, alors je pense vous allez peut-être me dire non, mais au Japon par exemple, qui adore notre artisanat, qui adore notre façon de vivre, notre art de vivre, notre gastronomie, qui nous adore en gros. Est-ce que par exemple le Japon c'est un pays d'export? Tout à fait. Tout à fait. C'est un pays d'export depuis un certain nombre d'années. C'est pas nouveau. Donc oui, effectivement, ils ont beaucoup d'attention et une attention aux détails qui est extrême chez les Japonais. Au design, à tous les détails vraiment du produit, de la brosse, du packaging sont ultra exigeants. Donc oui, le Japon, c'est un pays d'export. On exporte aux États-Unis, on exporte en Grande-Bretagne. Et on est en train d'ouvrir plein de pays avec nos nouvelles collections premium.
D'accord. Est-ce que la diversification, je reviens sur ce sujet parce que c'est intéressant, c'est quelque chose sur lequel vous bossez encore typiquement alors diversification, collaboration aussi peut-être c'est la mode ça, les collabs. Oui. Non, tout à fait, c'est diversification des produits, des canaux, des types de gamme. Donc il y a 2 ans, on a lancé des collections premium, on a fait des dizaines de tests consommateurs pour prouver l'efficacité de produits, parce que c'est pas seulement des beaux produits made in France, bon c'est chouette, mais autant qu'ils soient efficaces, parce que voilà, on est tous ok pour payer, mais il faut que derrière il y ait quand même un rendu, et donc on a une efficacité incroyable des produits sur la chute des cheveux, sur la brillance des cheveux, sur la répartition du sébum, et on a sorti ces collections très premium destinées à des canaux de distribution bien spécifiques qu'on touchait pas forcément précédemment. Par exemple, qui sont les grands magasins luxe, les hôtels, les spas, donc toute la distribution premium, et ça à travers le monde. L'hôtellerie, en effet, c'est un secteur où une hôtellerie de luxe, j'imagine. Où ça, il y a des ficelles à tirer. Est-ce que vos clients, je caricature un peu, mais est-ce que ce sont les mêmes qui achètent vos produits haut de gamme, ceux aussi qui se soucient des arts de table, qui vont acheter des services, qui font attention, qui ont souci des détails dont on parlait un peu avec le côté japonisant de la chose. Alors il n'y a pas qu'un seul type de clientèle. Il y a effectivement cette clientèle-là, et qui est amoureuse des beaux produits, des produits qui durent dans le temps, qui sont bien façonnés, bien faits, d'extrême qualité, et pas forcément disponibles de partout, ultra marketés ou autre. La niche. Oui, un peu plus niche, quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Ils aiment ce côté un peu plus exceptionnel. Mais aussi, nos produits et nos brosses sont de vrais produits de soins, de soins du cuir chevelu et du cheveu. Donc on a aussi toute une clientèle qui, et c'est très tendance aussi, qui aime prendre soin de soi. Et le capillaire, c'est au sein de la beauté, c'est une catégorie qui croît beaucoup ces dernières années. Il nous reste une petite minute, mais est-ce que le mot innovation, c'est... Alors là, on parle de trucs vraiment concrets, de brosse à cheveux. Là, vous nous dites des choses assez, je ne vais pas dire exceptionnelles, mais disons, là, à un moment où on est au sommet de l'IA, où on parle de choses beaucoup plus abstraites. Là, c'est très concret. Donc bravo, l'innovation, c'est quelque chose qui fait quelque chose à vos produits, qui les change. Bien sûr. C'est comme je disais, quand on a sorti nos collections premium, on a fait des dizaines de tests. On a travaillé sur la technique d'empoilage, on a travaillé les différents types de fibres pour le démêlage. On a vraiment trouvé une fibre absolument exceptionnelle c'est une vraie caresse dans les cheveux. On a l'impression qu'il ne se passe rien, et pourtant les cheveux sont démêlés sans les tirer, sans les casser, comme par magie. Donc ça, c'est une nouvelle fibre qui n'existait pas sur le marché. Donc cette scène cliché, quelqu'un qui se brosse les cheveux et qui hurle avec des bruits. Bien sûr, selon le type de cheveux, on peut se les arracher vraiment. Donc il y a vraiment des brosses qui sont dangereuses pour le cuir chevelu et le cheveu, et d'autres qui sont extrêmement bénéfiques. Ce sera le mot de la fin. Merci Julia Tissot-Gaillard, CEO d'Altesse Studio. Merci infiniment d'être venue sur ce plateau, et à très bientôt. Merci à vous.